Bonjour à tous, nous sommes les séparatistes. Moi, c'est JB. Et moi, c'est Ben. Alors, on va vous prononcer une phrase très agaçante de youtubeur. On a une vidéo un petit peu spéciale. Voilà. Exact. Donc là, c'est un podcast qui peut peut-être se regarder un petit peu sur YouTube. Vous n'aurez pas uniquement besoin de vos oreilles. On va illustrer ça avec des vidéos, avec des Voilà. scènes. On a une petite analyse à vous offrir. On va pas uniquement râler sur Filoni ou autre Kathleen Kennedy. Pas encore. Voilà. Bon, pas encore, parce que ça arrivera à la fin de l'émission. Mais voilà, on va vous parler de la revanche des sites, parce qu'on a un anniversaire à fêter. Voilà, c'est les 20 ans. Pour contextualiser, en fait, on a du coup accepté, on a fait une conférence à la convention Star Wars Science-Fiction, du coup, de QC. Et on a fait une conférence sur Star Wars épisode 3. Comprendre le film à travers quelques analyses philosophiques, mythologiques et aussi historiques. C'était un peu ça notre angle d'attaque. Yes. Et du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas refaire l'émission, mais cette fois-ci avec tout le temps que l'on veut, pour peut-être justement d'autant mieux aller en profondeur en fait dans ce qu'on voulait dire et tout, alors qu'on avait un temps limité à la convention. Et comme ça va être le moyen en fait de prendre les mêmes analyses tout à fait et de les tirer et de la rendre plus dense peut-être. Et ben, j'ai envie de dire, c'est parti. Il y a un premier truc qui est quand même super intéressant dans la revanche des sites, c'est quand même la scène d'intro. Tout le monde en parle. Et on l'avance souvent comme la plus spectaculaire. À raison, j'ai envie de dire, Ah, quand même plutôt costaud. Ça claque pas mal. Hein. Mais au fait, quand on analyse un peu en détail, en fait, ça pourrait paraître un petit peu de l'esbrouf. On se dit, oulala, George Lucas, vu que c'est apparemment un très mauvais metteur en scène, si on entend un peu des fans égarés au fond du bus. Mauvais scénariste, mauvais tout en fait. Hein, voilà, et ben en fait, c'est, à mon sens, et au sens de beaucoup d'autres, peut-être la meilleure introduction de la saga. Dans le sens où, quand on en regarde de plus près, c'est vraiment, en termes de mise en scène et de symbolique, c'est assez clair. C'est limite en fait un résumé des enjeux qui sont présentés dans le texte déroulant. En fait, on pourrait même se dire qu'en fait, dans Star Wars 3, le texte déroulant, il est presque inutile, quoi. Ouais. En fait, tout est résumé en fait dans le début. Donc, on a d'abord la musique martiale, évidemment, et on a ce coucher de soleil. Bon, ça c'est assez clair. Ouais. Ce serait le coucher de soleil sur la République. On est comme sur Coruscant. On sent que c'est la fin d'un cycle. Et en plus. Même les Lucassiens, s'ils existent, un petit peu dégénérés, trouvent de sens en disant tiens, à chaque fois qu'il y a un coucher de soleil dans Star Wars, il y a forcément un sens, on passe d'un état à un autre, espèce de crépuscule, justement, littéralement. Ouais, voilà. Donc là, en fait, on est littéralement dans la même optique. Je sais pas si j'irai aussi loin, mais en vrai, c'est pas trop déconnant comme analyse. Voilà, et en fait, on pourra même encore aller plus loin, parce que bon, on a certains couchers de soleil sur Coruscant, qui est comme la capitale de la République, le centre vraiment de la galaxie. Mais on a ensuite cet énorme Venator, ce vaisseau de guerre qui vient cacher Coruscant. Ce vaisseau, en fait, c'est un peu la symbolique de la guerre des clones, en fait, finalement. Hein. On commence avec le texte déroulant, on te dit c'est la guerre. Là, on a un énorme gros vaisseau qui vient t'obstruer l'esprit. En fait, ça pourrait en fait symboliser en fait le complot séparatiste et la guerre des clones. Ce vaisseau vient apporter un peu la confusion pour les spectateurs et pour les personnages aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a nos deux héros avec les deux vaisseaux là qui. Il y a en fait un rapport d'échelle qui est limite absurde. On voit deux petits vaisseaux qui sont limite en train de raser. Moi, je serre un petit peu les fesses, j'ai toujours l'impression qu'ils vont se cracher. Bien sûr. Moi, ce que ça m'inspire, ce serait plutôt que les personnages sont limite un peu impuissants ou minuscules face à l'enjeu de la guerre que symboliserait le gros vaisseau, tu vois. On pourrait dire que les vaisseaux sont un peu aspirés en fait par ou aimantés. C'est ça, en fait, c'est comme s'ils faisaient plus qu'un. T'as l'énorme vaisseau qui représente la République avec un grand R, et les Jedi qui sont censés être on va dire la police ou le pouvoir exécutif, qui ne font qu'un et qui plongent d'eux-mêmes après dans le conflit. Mais en fait, j'ai presque l'impression qu'ils sont limite aspirés, tu vois. C'est encore une question d'attraction, tu vois. Ouais. Et ils sont aspirés dans quoi ? Ils sont aspirés dans un énorme conflit. Et justement, je trouve que ça, c'est aussi la manière aussi de filmer les planètes. Genre, t'as quand même Coruscant qui est filmé avec, comment dire, une espèce d'horizon, mais qui est filmé vers le bas, en fait, qui nous signifie un sol, finalement. Et les vaisseaux sont au-dessus. Il y a plein de manières de montrer différents plans avec une planète qui est en haut plutôt, du coup, comme avec Yavin, par exemple. Là, Coruscant, on sent que c'est ça, le sol, en fait. Et en effet, les vaisseaux vont vers le sol, ils plongent, ils tombent en fait. Et ils plongent dans un truc qui est, effectivement, ça nous a tous un peu surpris, parce que là, c'est là, comment dire, qu'il y a énormément de vaisseaux, c'est un chaos, mais presque absurde. En fait, ce serait assez ironique, en fait, de voir les Jedi, en fait, atterrir dans un conflit qui est tellement absurde, qu'en fait, on n'y comprend plus rien. Et que même le spectateur, il sait pas où donner de la tête, quoi. Et ça se fait aussi avec le son, hein, je me rappelle, le moment où on voit les vaisseaux, tous les lasers arrivent, en fait. En fait, on se doute pas de ça, en fait, avec le premier plan du vaisseau, en fait. C'est ça. Et on a quand même un grand plan séquence, c'est quand même un plan qui est super long. Et en fait, ce qui est assez ironique, et c'est un peu là où on commence un peu à rentrer dans la grande histoire de ce film, c'est qu'en fait, on voit les Jedi se donner énormément de mal pour aller vers où ? Pour aller sauver Palpatine.
Oui. Et Palpatine, c'est qui? C'est celui qui va causer leur perte. Donc on a déjà un peu ce motif tragique, ne serait-ce que dans le premier plan, quoi. Les Jedi, ils sont destinés à traverser une guerre et à participer, et à sauver, en fait, le grand méchant, le grand fils de pute. Ceux qui auront leur peau, en fait, genre, littéralement. C'est un peu ça, un peu l'ironie un peu du premier plan, qui, en fait, résume tout, quoi. C'est assez magistral. Et en fait, l'idée, en fait, surtout, c'est pas tant d'analyser les plans, mais c'est plus d'analyser vraiment les références du film, au niveau vraiment des sciences humaines. Alors évidemment, on n'est pas des académiciens, hein, mais c'est juste un peu une sorte d'idée. Et on pourrait commencer par les références plus au niveau historique. Qu'est-ce que Lucas, en fait, allait chercher dans l'histoire avec un grand H pour raconter son récit? Alors déjà, on pourrait commencer par Grievous, alors qui est un peu le nouvel antagoniste original de ce film. Et on pourrait déjà commencer par se dire, en fait, Grievous, il n'est pas encore sorti de la poche d'un concept artiste complètement abstrait. Il y a évidemment une référence. Du coup, c'est quoi Grievous? C'est un espèce de type un peu rachitique, un peu malade. C'est assez surprenant au début du film, qui vient s'attaquer à la République, mais directement chez elle sur Coruscant. C'est pas la bordure extérieure ou dans un endroit un petit peu anarchique, c'est vraiment dans le cœur de la galaxie qu'il vient attaquer. C'est quelque chose qui est très présent, que ce soit dans le film ou même dans les jeux vidéo ou dans l'univers étendu. Il ne fait que fuir ou se cacher, à la moindre occasion, justement dans sa grotte sur Utapao. Donc l'image qui a été pas mal discutée, ce serait pourquoi pas Ben Laden. Le film, il est sorti en 2005, donc c'est pendant la guerre d'Afghanistan, qui s'est transformé ensuite en guerre d'Irak. Donc on est juste après les attentats du 11 septembre, on a d'ailleurs au début du film une sorte de référence un peu graphique avec la chute du croiseur sur Coruscant. Je préfère préciser que c'est aussi d'autant plus fort pour nous en tant que spectateurs, parce que Coruscant, on la connaît depuis Star Wars 1 à ce moment-là, ce qui fait que c'est un endroit que l'on connaît en fait, et la première fois qu'on le voit dans un contexte de guerre, du coup c'est exactement comme ça que les Américains vivent aussi dans leur pays, genre vraiment New York, c'est pas une zone de guerre en fait. Oui, voilà, c'est un peu le centre du monde occidental aujourd'hui. Je vais vous rappeler que Star Wars est un film américain et que oui, voir Coruscant en guerre, effectivement, ça va tout de suite donner un petit saut qualitatif dans l'image, notamment dans les choses évidemment très inspirées du terrorisme et des nouvelles conflictualités qu'on a pu connaître récemment. Et voilà, donc on est contemporain de ce monde-là. Les États-Unis, en fait, c'est un peu la première puissance mondiale, un peu comme la République dans Star Wars finalement, pour ne pas dire une puissance impérialiste en un sens, tu vois. L'idée, c'est de trouver Grievous. Ce serait ça la fin de la guerre, quoi. La seule condition pour arrêter la guerre, ce serait de retrouver Grievous. La guerre en Afghanistan, ça a été un petit peu vendu comme ça, c'est qu'on va chercher Ben Laden, quoi. Ouais. Sauf que, bon, on sait très bien que les enjeux sont bien plus complexes que ça, il y a les enjeux diplomatiques, économiques, etc. Pour rebondir sur le côté colonial, je me rappelle très bien, quand Obi-Wan arrive sur le Tapao, il dit « Est-ce que vous nous autorisez à mettre une base, à nous installer, pour que l'on puisse chercher Grievous, en fait ?» Et c'est exactement ça, le colonialisme, en fait. Quand j'étais jeune, j'étais allé en Islande et tout, et je me rappelle très bien que les Islandais ont très mal vécu la base américaine qui était installée là-bas, parce que justement, ils ont vécu ça comme du colonialisme, en fait. Et c'était une base militaire, évidemment. Et du coup, il y a vraiment ce côté-là, en effet, colonial, qui est justifié par cette espèce de conflit. Voilà, et on pourrait justifier en fait l'arrivée de la République sur Utapao en se disant oui, mais ils ont besoin d'être défendus, sauf qu'ils sont déjà occupés par les séparatistes. Ouais. Donc c'est un petit peu cet aspect-là qui pourrait être exploré, mais même vraiment là, c'est vraiment tiré un peu sur le fil. Il faudra pas en fait réduire le conflit, que ce soit dans la réalité ou dans la fiction, comme une espèce de chasse à l'homme en fait. C'est-à-dire que l'objectif c'est pas simplement de trouver Grievous, et on va l'aborder plus tard avec la stratégie de Palpatine. Et il y a en fait pendant en fait la production du film même en fait une grande critique de la politique de Bush à l'époque, qui sur l'invasion de l'Afghanistan, qui a été jugée inutile, trop coûteuse et pas assez stratégique, quoi. Et d'ailleurs, si on continue sur l'ami George Bush, qui après ces critiques-là, en fait, vise au fait ce qu'on appelle la rhétorique de l'axe du mal, on a appelé ça après les attentats du 11 septembre, où il était en fait dans une sorte d'intransigeance idéologique et vraiment dans un refus de la neutralité pur et simple, quoi. Vu que ça a été un tel traumatisme le 11 septembre, 10 jours après les attentats, en fait, Bush, vraiment il était au sommet de sa carrière politique, il prononce au fait une phrase qui est vraiment devenue célèbre au Congrès américain, et il dit au fait vraiment au monde entier, après les attentats qui ont vraiment choqué non seulement les États-Unis mais aussi tout le monde, le monde entier, il dit maintenant vous êtes avec nous ou avec les terroristes. Et évidemment cette phrase-là, on l'a en fait dans Star Wars. Et en fait tous les médias et les journalistes américains en fait ils ont fait le parallèle entre Anakin et George Bush. Donc à savoir est-ce que Bush est Dark Vador ou est-ce que Dark Vador est George Bush, ça c'est peu importe dans quel sens on prend. Mais en fait évidemment qu'en fait cette réplique-là c'est un gros point dans la gueule à l'administration Bush, qui vise la politique un peu millénariste, militaire de George Bush, mais en fait, ce serait sans doute un petit peu trop restrictif au fait de dire qu'en fait, la revanche des Sith, c'est juste un film anti-Bush, et puis ciao, quoi. Ce serait en fait, ouais, encore une fois, George Lucas, parce qu'il a des références mythologiques, et aussi, surtout, en effet, politiques,
pense à Jules César quand je vois ça aussi, c'est que les conflits militaires, c'est parfait en fait pour un ordre politique, pour rester au pouvoir aussi en fait. Ce qui fait que c'est parfait. En fait, je sais très bien qu'il y a même des gouvernements totalitaires, on pourrait dire, qui ont besoin d'un conflit justement pour se maintenir en fait. Et que même les temps de paix ne sont pas propices pour des politiques liberticides, on pourrait dire. C'est ça, voilà. Et en fait, on peut non seulement déjà se focaliser sur l'administration Bush, qui était vraiment contemporaine du film, c'était ça qui était assez ouf, mais effectivement, il faut regarder aussi peut-être un peu plus loin aussi dans le passé. Ce qu'on peut rappeler pour ce film, en particulier dans ce film, mais dans la prélogie en général, c'est qu'on a eu enfin des institutions, en fait, dans cette saga Star Wars, en fait, des institutions qu'on voit de nos yeux, en fait, en tant que spectateur, qui ne sont pas simplement évoquées, comme on l'a vu dans la trilogie originale, à savoir, c'était Tarkin qui disait que le Sénat était dissous, etc. Là, on les voit vraiment, en fait. Il y a une dynamique entre ces institutions. On peut dire qu'il y a déjà, dans un premier temps, le Sénat, donc l'institution législative qui fait la loi en tant que telle, l'exécutif qui propose des lois mais qui l'exécute aussi, et du coup c'est plus côté chancelier évidemment, et en même temps il y a l'institution Jedi en fait, qui est, je pourrais dire, une espèce de police morale, et en même temps une église aussi, il y a un peu de tout ça. C'est ça, on pourrait dire que le temple Jedi c'est trois choses en même temps, c'est à la fois une caserne, à la fois un temple, et à la fois une école, quoi. C'est un peu l'institution avec un grand I, quoi. C'est ça. L'institution du chancelier Palpatine et celle des Jedi, en fait, rentrent en contradiction. En fait. Pour moi, il y a un conflit entre les deux, au point même où justement chacune de ces institutions, en fait, même si elles sont créées pour fonctionner ensemble, elles ont un antagonisme, en fait. Et c'est ça qu'en fait qu'on peut voir dans ces films, c'est qu'il n'y a pas de page Wikipédia qui va t'expliquer oui, en effet, le chancelier peut faire ça, machin. On le déduit par la situation de conflit que la République en tant que telle éprouve. C'est parce qu'il y a un conflit que l'on voit en fait comment les institutions en fait s'approprient du pouvoir, dans quel sens est-ce qu'elles vont aussi entre guillemets. Alors, notamment en situation de guerre, notamment. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça, voilà. Même Star Wars, le but c'est de montrer par la guerre en fait justement qu'est-ce que ça implique en fait. Par exemple, s'il faut parler du conflit entre les Jedi et le chancelier Palpatine, on peut se référer par exemple au film précédent, à savoir l'attaque des clones. On peut se rappeler du film, à savoir Obi-Wan, Anakin et Padmé qui sont du coup pris en otage par les séparatistes, et les Jedi partent les secourir littéralement. Et en même temps, Palpatine, grâce à ses pouvoirs exceptionnels qu'il aura hérités durant cet épisode-là, va décider d'aussi envoyer l'armée, en fait. C'est comme s'il y avait deux pouvoirs exécutifs indépendants qui se rejoignent et qui en fait, mais il n'y a pas de concertation entre les deux, en fait. Les deux partent chacun de son côté avec la même mission, en fait. C'est très particulier. C'est une sorte de nécessité historique, quoi. C'est un petit peu ça. Le seul lien qu'il y aura entre les deux dans Star Wars 3, c'est Anakin, en fait, le personnage principal, qui va aller de l'un à l'autre, littéralement. Lui, il va être baladé et on va voir à quel point ça va partir en Yoku, j'ai envie de dire. Tout à fait, on peut le dire. Le début de Star Wars 3, et même limite au niveau du scénario, c'est le moment, l'élément perturbateur, c'est celui-là, celui qui démarre l'intrigue, c'est que Palpatine, du coup, après son sauvetage par Anakin et Obi-Wan, va nommer Anakin comme étant son représentant personnel au Conseil Jedi. Et ça, c'est très très étonnant parce que Palpatine, en fait, ne dispose pas de l'institution Jedi, en fait. Il nomme un individu de son propre chef de façon arbitraire dans une institution qui n'obéit pas à son autorité en fait. Est-ce que Anakin Skywalker ce serait pas Alexandre Benalla? Je pense qu'il y a un rapport à faire avec ça. Ça c'est bien après du coup. Et c'est pour ça que c'est étonnant en fait, cette décision là en fait est faite pour brusquer les Jedi justement. C'est pour ça que les Jedi en fait vont, ne serait-ce que pour protéger leur indépendance, autoriser en fait cette nomination, mais pas complètement. À savoir, oui, très bien, Anakin, tu seras au conseil, mais tu ne seras pas maître. Une espèce de résistance, en fait. Et c'est ça ce qui est machiavélique avec Palpatine, c'est que il misait sur la résistance des Jedi là-dessus, en fait. Tout cela est calculé, ma foi. En vérité, il faut rappeler que les Jedi, en fait, se méfient de Palpatine, et ce, depuis l'épisode précédent, en vérité. Même Windu, par exemple, il le dira dans une scène très courte de Star Wars 3, notre conseil devra prendre le contrôle du Sénat pour qu'une transition pacifique soit assurée. Et Yoda l'avertit, à de sombres extrémités, un tel raisonnement nous conduirait. Mais justement, pourquoi est-ce que les Jedi, du coup, ont si peur de Palpatine? C'est parce que, en fait, Palpatine incarne un certain archétype qu'on a revu et que je l'ai déjà cité, à savoir Jules César. Le tyran. Le tyran en question, quoi. Palpatine, on l'a dit précédemment, il a hérité dans l'épisode précédent de pouvoirs exceptionnels. La Chambre des députés, des sénateurs plutôt,
ont donné à Palpatine, par l'intermédiaire de Jar Jar, ce qui montrait aussi un peu la débilité de faire un truc pareil, mais ont donné à Palpatine en fait un pouvoir exceptionnel parce que le temps l'exigeait finalement, et c'était ce qui est arrivé aussi pour Jules César. Jules César qui est devenu du coup dictateur pendant, dans un premier temps, je crois que c'était 1 mois, puis 6 mois, puis à vie. Ouais. C'est que c'est un individu justement qui a profité de ce contexte pour profiter d'un certain pouvoir et qui ensuite n'a fait que l'étendre en fait. C'était ça la promesse de Palpatine dans l'épisode précédent dans Star Wars 2. C'est je rendrai mon pouvoir dès que cette crise aura été révolue. Du coup voilà, et sauf que en fait il a fait en sorte justement que la crise change en fait. Et change de forme pour qu'elle justement pour qu'elle s'éternise aussi. Pour que justement que la situation reste la même quoi. Et le but à terme c'était de faire du coup de ces pouvoirs exceptionnels une norme. Ça se banalise finalement un peu dans la Constitution et que... Tout à fait, hein, je veux dire, état d'urgence. Voilà, l'état d'urgence, on pourrait un peu... Voilà, aussi. Cette dimension-là de Palpatine, on peut légitimement s'en inquiéter parce que la rhétorique même de Palpatine dans le film, à savoir Star Wars 3, c'est exactement celle-ci. Le Conseil a décidé de prendre le contrôle de la République, il s'apprête à s'en prendre à moi. Il se méfie du Sénat, de la République et de la démocratie par-dessus le marché. C'est-à-dire que Palpatine, dans sa rhétorique, il se mêle à l'institution. Voilà, mais il va le faire en plus. Il se mêle à l'institution. Qu'est-ce qu'on a comme première réplique? Ben, c'est moi le Sénat. Tout à fait, voilà. C'est exactement ça. Il dit en fait, je ne suis pas au service de l'institution, je suis l'institution même. C'est pas je la sers, je l'incarne carrément quoi. Et s'attaquer à Palpatine, ou voire même se méfier de lui, ou exercer un contre-pouvoir sur lui, bah en fait c'est perçu comme antidémocratique finalement. Où c'est cette capacité en fait à sacraliser tellement le politique que Palpatine, en fait, il va dire, bah, en fait, c'est moi le Sénat. Alors après, ça peut être effectivement, on pourrait considérer que les Jedi sont en tort, là. Que, au niveau strictement légal, on va dire, ils ne peuvent pas aller mettre en état d'arrestation Palpatine, quoi. Anakin, voilà, tombera complètement dans cette rhétorique-là. Même si, par exemple, Palpatine a 2 doigts de se faire tuer par Windu, il dira, Anakin, je te l'avais dit, ils iraient jusque-là. Les Jedi prennent le pouvoir, en fait. Et en effet, des actes de méfiance ou des actes simplement de remise en question sont vus comme une atteinte non pas à la personne, mais à l'institution en général, même au concept même en fait. C'est qu'il incarne ses idées. Or, bah justement, c'est ça qui est le plus dur à démêler en fait. À quel point est-ce que l'individu se défend là-dedans? Et c'est très clair dans ce 3e film, hein, à savoir Palpatine se défend à travers ça et il essaie surtout de cacher à quel point il se défend lui-même en fait. Il défend surtout son propre pouvoir en vérité. Voilà, c'est ça. Pour George Lucas, en fait, c'est de dire, bon, évidemment, c'est pas une démocratie au sens propre, c'est plutôt, on va dire, une démocratie effectivement libérale, sur un modèle plus ou moins américain, on va dire. Et qui va dire, en fait, dans une démocratie libérale, américaine, moderne, les gens qui sont au sommet du pouvoir démocratique, c'est pas effectivement le peuple, donc ça peut pas être considéré comme une démocratie, mais bref. On a ce Palpatine, là, ce monsieur charmant, qui est au sommet de l'institution, et le fait d'exercer un simple contre-pouvoir sur lui, ce qui est quand même une condition de base pour une république, vous vous méfiez de moi, donc machin, et après il y a toute une sorte d'argument de la pente savonneuse en quelque sorte. C'est si vous commencez à vous attaquer aux élus ou aux grands hommes de pouvoir, c'est que vous mettez en danger le pouvoir en tant que tel. Sauf qu'en fait, bah non, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, bah en fait c'est la liberté en fait à toute forme d'autocratie ou de tyrannie en fait. C'est un petit peu ça en fait la sorte de faille en fait sur lequel Lucas vient mettre le doigt. C'est pour ça qu'il faut vous rappeler en fait que dans ce film en particulier, bah les Jedi essayent d'arrêter Palpatine pour des raisons légitimes en fait, et aussi oui, il faut le rappeler, parce qu'il y en a certains, ils ont tendance à l'oublier. Je te jure, voilà, il y a tout ça qui se mêle en une seule scène, c'est la scène de l'arrestation, entre guillemets. Hein. Bah ouais, bah la scène de l'arrestation, c'est... Bah, j'ai envie de dire, c'est la scène pivot vraiment du film, mais c'est la scène pivot presque de la saga finalement. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment la scène où tout va se nouer, où on a vraiment le personnage principal qui est Anakin, qui est traversé par tous les dilemmes qu'on va explorer après, et on a l'institution politique dont Palpatine est le chancelier, et les Jedi qui sont... évidemment, dans la culture populaire, ben, les héros un petit peu qui, avant la prélogie, étaient vraiment perçus comme des héros intouchables. Mais là, on a un traitement plus faillible, au fait, de sortes de prêtres qui sont un peu dépassés par les paradoxes et les contradictions, en fait, de la République et du Sénat. Et aussi rappeler que, justement, elle est tellement floue, cette scène de l'arrestation, en fait, qu'il est aussi possible de voir, voilà, j'ai vu Star Wars 3 avec un pote récemment, il m'a dit, ouais, mais en fait, c'est à cause des Jedi, tout ça. Il y a aussi des questions, on pourrait se dire, tiens, si Windu l'avait emporté, est-ce qu'il aurait rendu le pouvoir aussi? Enfin, vraiment, il y a un flou qui est total, en fait. C'est une république qui est vraiment à 2 doigts de plonger dans le vide. Et c'est surtout ça, il faut mettre le doigt, c'est qu'en fait, vu que les torts sont complètement partagés, et qu'en fait, on parle de la faiblesse et des failles profondes et confuses, au fait, de tout un système politique. Et c'est ça que veut illustrer cette scène. C'est pas dire, ah oui, qui avait raison, qui était le plus puissant,
Palpatine, on voit qu'il est factuellement trop faible devant Mace Windu parce qu'il se non. fait avoir, mais non. Pas du tout. Palpatine, il sait très bien qu'Anakin va arriver et il se met en position de victime. Et ça, c'est des choses qu'on va explorer plus Ça, tard c'est avec fait le personnage. subtilement, hein, avant d'aller pour la suite. Vraiment, il y a un regard de Palpatine à un moment justement où il est au sol, vraiment. Ça trompe pas. Ça trompe pas qu'il est là, évidemment, parce c'est lui qui a le contrôle sur la situation, c'est quand même lui qui est au pouvoir, faut quand même le rappeler. Et c'est un petit peu ça aussi le sens de Star Wars, c'est quand même, il faut quand même en premier lieu, c'est un petit peu un geste anarchiste, je dirais, de se méfier des gens de pouvoir, quoi. Et donc du coup, ce qui se passe dans ce film, c'est que voilà, spoiler alerte, Palpatine l'emporte finalement et enclenche l'ordre 66, du coup, qui ordonne aux clones de tuer leurs camarades Jedi. Avec, J'en pleure encore, personnellement. Qui n'en pleure pas? On pourrait se poser la question, est-ce que c'est un génocide? Bah oui. C'est un plan concerté et méthodique d'exécution d'une population déterminée ici à partir de critères nationaux, ethniques, du coup, racial, religieux, enfin beaucoup religieux ici. C'est vrai que le premier truc qui viendrait à l'esprit, ce serait la Shoah, quoi. Enfin, le truc qu'on connaît un peu plus en Occident. Faut dire aussi que voilà, bon, c'est le génocide par excellence, mais il y a quand même une diversité de génocides. Oui, avec des modalités différentes, mais la Shoah, quand on y réfléchit d'un peu plus près, ce serait pas forcément le plus propice, en fait. Oui, tout à fait. J'allais proposer justement un autre comparatif, c'est par exemple la nuit des longs couteaux, qui est un événement qui a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, pardon, en Allemagne, justement, avec la prise du pouvoir par les nazis, justement, qui, à une époque, justement, devait collaborer avec d'autres groupes, en fait. Et ils avaient un groupe qui était dans leur parti, on pourrait dire, c'est celui des SA. En fait, il y avait deux sections militaires, les SS et les SA. On n'est pas des historiens, mais c'est quelque chose à explorer vraiment en plus en profondeur. Mais... Oui, tout à fait, là c'est un petit peu sur la surface, mais c'est quelque chose pour moi qui est vraiment important pour comprendre l'Ordre 66, en fait, c'est que, en particulier, les SA étaient là, en fait, pour propager une espèce d'anxiété et d'insécurité, en fait, dans les rues allemandes. C'était aussi la force armée des nazis, en fait, entre guillemets. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très corrélé, du moins, du point de vue de la population, hein, entre guillemets. Ce qui se passe, c'est que les nazis, en fait, remarquaient que les SA en particulier commençaient à gagner en influence et surtout commençaient à être de plus en plus indépendants. Ce qui fait que si ils voulaient s'émanciper des nazis, ils pourraient le faire. Ils pourraient en fait éclipser le mouvement nazi, en fait. Ce qui fait que c'était un risque. De ce fait, Hitler a ordonné justement qu'ils soient tous massacrés dans une logique que j'appellerais de la légitime défense préventive, qui est complètement nulle comme concept. Mais voilà, c'était ça le but, en fait. C'était de les tuer, en particulier à travers justement leur représentant qui s'appelle Ernst Röhm, qui profitait justement. C'est Mace Windu, très clairement. Ernst Röhm, c'est Mace Windu. On pourrait dire ça, entre guillemets. Et l'idée, vraiment, je crois que sans m'y connaître vraiment beaucoup sur l'histoire de l'Allemagne nazie, il faudrait aller voir un Chapoutot ou je ne sais quel autre historien de renom. Mais l'objectif, voilà, vraiment, pour le parti, c'était de se dire les SA deviennent trop indépendants et pourraient renverser le parti. Donc, il y a cette angoisse de ne pas pouvoir prendre le pouvoir. On va essayer de créer un complot de toutes pièces pour faire en sorte de pointer le doigt sur ce groupe et leur dire ils veulent, de façon autocratique, illégale et tyrannique, prendre le pouvoir sur le parti. Donc du coup, on va créer un truc de toute pièce qui va faire que ça va légitimer le fait que, on va tous les égouiller, quoi. En fait, c'est un massacre d'ailleurs qu'il faut prendre en compte dans le sens où même Hitler était impressionné par la façon dont la violence s'est propagée, en fait. Même des gens qui ne voulaient pas voir mort se sont retrouvés tués. Ça l'a même dépassé un petit peu, tellement c'était quelque chose de massif en vérité. C'était quand même, il me semble, des centaines de morts. De ce fait, parce que justement il y avait tellement de morts, il fallait l'expliquer, il fallait trouver une raison. Une des raisons, par exemple, c'était aussi de trouver que voilà, ils ont inventé un complot autour de Ernst Röhm en disant que oui, ce boug avait prévu de renverser les nazis, ce qui n'était pas du tout le cas en fait. Oui. Ils ont créé un complot pour le justifier en fait. Ils ont même trouvé d'autres trucs pour le justifier. Peut-être potentiellement son homosexualité aussi était une raison pour dire à quel point voilà, c'était, il fallait le faire en fait. Ou une lignée juive ou je ne sais quel autre délire antisémite à la con. Enfin... Pour appuyer justement ce côté aussi préventif, voilà, Hitler dira quiconque s'élève contre l'Allemagne est un traître à la patrie, quiconque est un traître à la patrie ne doit être jugé d'après l'étendue de ce qu'il a fait, mais d'après ce qu'il voulait faire en fait. Ça veut dire que l'important c'est même pas de est-ce que tu allais le faire ou pas, c'est tu prévoyais en fait, tu le pensais. Du coup voilà, pour revenir sur ce côté complot inventé, c'est ça dans Star Wars en fait, avec Palpatine. Je veux dire, Palpatine il dira une fois justement qu'il a pris le contrôle du Sénat, et la rébellion Jedi a pu être matée, et pour le reste des Jedi, nous avons donné l'ordre de les traquer et de les exterminer. C'est ça. Littéralement. En vérité, c'est pas le but en fait de simplement faire référence à un événement. C'est surtout faire référence dans Star Wars, c'est tout sa force mythologique et historique, c'est faire référence à une logique que l'on peut déceler de l'histoire en fait. Les gens disent que l'histoire avec un grand H, c'est des cycles. D'autres pourraient dire que c'est une spirale, parce que c'est pas exactement la même chose à chaque fois.
Mais justement, le but là derrière, c'est de montrer à quel point un pouvoir autoritaire, a pour but d'annihiler avec violence tout risque de concurrence par la mort des opposants et surtout pour faire peur à ceux qui n'ont pas été tués. Faut dire que c'est plus un avertissement en fait que simplement une véritable... Oui, voire même un événement commémoratif dans le sens où ce jour-là, les institutions ont été mises en danger dans leur cœur, et vraiment ce que dit le discours de Palpatine, qui est, je pense, très inspiré d'Hitler, où il dit c'est vraiment le discours le plus charismatique de l'histoire de la saga, mais qui, en fin de compte, extrêmement flippant quand il dit cette tentative de meurtre a laissé une profonde cicatrice dans mon cœur et dans mon âme. Il se confond dans les institutions. Il dit regardez, cette attaque, c'était l'attaque de la démocratie et de la République, de l'institution même, de notre stabilité en tant que société, quoi. Et si je peux arriver dans le côté un peu fanboy, on se pose toujours la question de oui, Palpatine il fait ses éclairs et c'est Windu qui le renvoie dans la gueule. Pourquoi est-ce qu'il arrête pas? En fait, il est trop débile, Palpatine, en fait. Sauf que si on voit l'utilité politique, il est tout à fait normal, en fait, de se scarifier pour prouver l'attaque des Jedi et montrer à quel point, justement, que cette attaque dépasse l'individu lui-même, en fait. C'est ça qui est d'autant plus flippant, c'est que le mec est capable de se blesser à vie pour accéder au pouvoir. C'est ça la dinguerie de Palpatine, en fait. C'est ça, c'est une théorie, quoi. Et en plus, j'allais dire justement que l'attaque dépasse l'individu, mais c'est au-delà de ça, elle le sanctifie, en fait. La chair de l'individu devient le réceptacle, en fait, il s'est défendu pour ses idées et il a subi les conséquences dans sa chair, en fait. Ce qui fait que, par justement cet acte d'arrestation des Jedi, en fait, il se met en avant lui en tant que personne, en fait. C'est ça, et en tant que grande victime justement du groupe bouc émissaire que sont les Jedi. Oui, il se couronne. Alors, ça pourrait être les SA ou les Juifs ou n'importe quel autre groupe politique minoré, par exemple. Ouais, tout à fait. Ou génocidé. Quand on parle de l'an 66 en disant que ça ressemble au SA, c'est un parallèle que les gens pourraient dire, c'est bah tiens, les Jedi c'est un peu des nazis dans l'affaire. Non, pas du tout, en fait. Il y a un autre parallèle qu'on pourrait faire, justement, c'est aussi avec les séparatistes qui eux aussi se sont fait massacrer. Du coup, je vous rappelle, dans Star Wars 3, Anakin est envoyé par Palpatine pour tuer les séparatistes. Les séparatistes, en vérité, c'était les ennemis de la République en tant que tels. Je pourrais dire, encore une fois, qu'ils ont le même rôle que les SA, parce que c'était par leur simple existence qu'il y avait une guerre, en vérité. Mettre fin à la guerre, c'est ça, en fait, le but de Palpatine, un conflit justement qu'il souhaitait et qu'il a entretenu durant toutes ces années. C'est pour ça qu'il s'est auto-kidnappé. Et c'est qui... Oui, c'est vrai, c'est dingue. C'est auto-kidnappé sur Coruscant, enfin, c'est génial. Pour justifier, en fait, justement, tout le reste, quoi. Il va, du coup, tuer, en vérité, ceux qui, du point de vue de la population et de la République en général, étaient vus comme les antagonistes. Moi, ça m'avait beaucoup étonné quand j'étais gamin, c'était Palpatine qui disait... Nous aurons enfin la paix. Ah moi ça m'a beaucoup troublé étant gosse aussi. Ce plan très lent où tu vois Palpatine dire... tu sens que c'est un peu le méchant générique, mais quand il te regarde comme ça avec une voix toute douce, il dit « Nous aurons enfin la paix », tu trouves ça incohérent, quoi. Ouais, oui, mais presque en fait. Tu te dis « Mais la paix c'est pas positif de base ?» genre. Et c'est ça le truc, c'est... pour moi, George Lucas, parce qu'il a utilisé des symboles très forts en fait, côté obscur, côté lumineux, quand t'as un mec du côté obscur qui te dit « Nous aurons enfin la paix », mais de quoi tu me parles en fait? Palpatine en fait ne profitait pas de cette paix d'avant l'épisode 1 en fait, et tout le but c'était de construire un conflit pour justement créer des antagonistes, pour les annihiler et arriver comme un messie presque, qui rétablirait la paix. Le but c'est de régner. Tu pourrais dire en fait nous aurons enfin la paix, mais pour lui la paix ce serait un synonyme de pouvoir. Nous avons enfin le pouvoir. Et effectivement c'est des répliques qui sont très troubles parce que t'as l'impression que ça parle de choses qui sont... extra-dégétique, notamment sur le conflit entre les Jedi et les Sith. Quand il dit « nous aurons enfin la paix », il parle en tant que Sith, là. Il parle pas en tant que chancelier. Il parle en tant que Sith, et tu dis « mais qu'est-ce qui s'est passé avant ?» Tu dis « là, les Sith, ils ont un sacré don pour se présenter comme des victimes, tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le conflit entre les Jedi et les Sith, quoi. C'est plein, en fait, de zones de confusion, et en fait, ce qui est génial avec Palpatine, c'est que tu peux jamais t'en sortir, en fait. T'es toujours un peu tenté d'être d'accord avec lui, quand tu fouilles un peu. Alors non pas qu'on ait une sorte de petit affect fasciste, mais c'est ça en fait qui est génial avec ce personnage, c'est qu'il y a toujours un pas de côté où quand tu as un petit peu l'attention, c'est dur de s'en sortir en fait avec lui. Dans le sens où il est extrêmement intelligent. Bien sûr, bien sûr. Et donc du coup tout ça pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité, pendant notamment le fameux discours au Sénat. Si on revient sur ce discours en particulier, comme tu dis, en effet il est terrifiant en fait parce que... tu sens en fait à quel point il sidère en fait. Et ça c'est une stratégie bien connue du fascisme en fait. Le but c'est de sidérer, de susciter des instincts de réaction. C'est de faire en sorte justement de faire parler les émotions en fait. La peur qui ne permet pas à la pensée critique en fait d'émerger. Là le but c'est d'être indigné. Tu te dis, voilà, imagine Macron qui parlerait à l'Assemblée nationale.
scarifié, quoi. Oui, oui. Non, mais est-ce que, non, vraiment, là, pour moi, on est quasi sur une scène d'horreur, en fait. Ouais. Avec cette scène avec Palpatine, hein, et peut-être avec Macron aussi. C'est vraiment C'est ça. très Et en fait, quand particulier. on est spectateur de ça, la fameuse réplique de Padmé, ainsi meurt la liberté sous une pluie d'applaudissements. Certes, c'est un constat, genre, on voit que les institutions sont en train de partir en couille, finalement. Mais on voit très bien qu'en fait, la réaction des sénateurs, en fait, elle est compréhensible dans le sens où, quand t'as Palpatine qui crée une guerre de toutes pièces, et qui, à la fin, arrive à porter la preuve qu'un Jedi a essayé de le tuer dans ses quartiers, évidemment que tous les sénateurs sont là. Je dis, mais heureusement qu'on t'a donné les pleins pouvoirs, et continue, quoi. Et c'est évidemment une réaction qui est purement physiologique, passionnelle, et qui finalement est loin d'une logique, on va dire, rationnelle, de comment est-ce qu'on construit des institutions politiques de façon, je dirais, un petit peu plus saine que se porter en victime, incarner l'institution en elle-même, et effectivement, c'est des choses que Hitler faisait beaucoup. S'il se met lui en tant que victime, justement, c'est aussi parce que l'intérêt pour lui, c'est de créer un autre système, à savoir le système impérial, une organisation impériale. Il parle d'organisation dans l'AVF, du moins. C'est un peu ça l'attente des sénateurs, c'est quoi la réponse qu'on va leur donner, en fait. Là, ils ont failli gagner. Bah, en fait, Palpatine, il propose une solution. Il dit, j'ai pris cher, littéralement. J'ai protégé l'institution. J'ai protégé l'institution avec mon corps, littéralement. Oui, pas avec des idées ou des discours. J'ai pris cher, j'ai souffert pour l'institution, quoi. Tout à fait. Donc, ce discours de suggérer une organisation impériale, s'il était en dehors de tout contexte, en effet, émotionnel, serait vu, en fait, avec beaucoup de méfiance. Or, dès lors qu'on est galvanisé aussi par cette envie de revanche, c'est ça, la revanche des Sith, la vengeance, c'est qu'il y a d'abord déjà une attaque, puis l'on se venge. Et la vengeance, ça va être l'organisation impériale, en fait. C'était même quasi nécessaire, en fait, qu'il se scarifie. En fait. Et bon, je vais pas faire encore un parallèle avec notre cher Donald Trump, outre-Atlantique, mais quand il se fait tirer dessus, on voit très bien ce que ça donne derrière, que ce soit médiatiquement, culturellement, comment est-ce que ces électeurs... Tout le monde était ravi, en fait. Ouais. Quand tu le vois, le poing brandi après avoir évité une balle, peu importe d'où on nous attaque, on a attaqué le pouvoir. Et le pouvoir, on ne l'attaque pas, on le respecte. On s'y soumet, quoi, en quelque sorte. Ça, c'est vraiment la marque du... J'ai l'impression de faire un tutoriel sur le fascisme là, depuis 20 minutes. C'était ça, voilà, c'est ça le but. Hein. Voilà. C'est parce que Star Wars 3, quoi. Continuons sur les parallèles. Pour moi, il y a vraiment, concernant Gaza, et la logique de Netanyahou qui essaie d'exterminer, qui continue d'ailleurs, et qui ne fait pas que essayer d'exterminer les Palestiniens. Le but est d'en faire des agresseurs avant. C'est ainsi que l'on peut justifier une revanche. Voilà, oui. Légitime défense. Pour moi, c'est tout ce qui se cache derrière ce concept de légitime défense. C'est ce qui justifie en fait le pire, dans un sens.